J'ai envie de leur dire que c'est un très beau métier. C'est un métier, il faut y croire. Il faut fédérer, il faut se fédérer entre nous pour que ça soit encore plus beau. Si on se fédère, on va améliorer nos conditions, on va améliorer ce métier. Ça va être, là, ça sera vraiment un grand pas. Donc, allons-y, fédérons-nous de suite. Maintenant, il est temps, c'est urgent. Bienvenue dans La Voix des assistantes dentaires, le podcast de Doctolib qui vous donne la parole. Dans un cabinet dentaire, on n'y pense pas et on en parle peu, mais il se passe énormément de choses autour de la consultation. Une prise de contact, un service, quelqu'un à l'écoute, et surtout des personnes derrière tout ça, les assistantes ou assistants dentaires. Chaque semaine, nous recevons l'une de ces personnes avec un parcours hors du commun pour qu'elle nous partage ses expériences. Des parcours inspirants pour vous faire découvrir les différentes facettes et la richesse du métier d'assistante dentaire. Et aujourd'hui, c'est Marie-Élodie qui nous rejoint pour nous parler de son métier d'assistante dentaire et de la place de l'hypnose dans un cabinet. Nous recevons également Judith de Doctolib qui va répondre à toutes les questions que vous nous avez posées lors de nos derniers épisodes. Bonjour Marie-Élodie et bonjour Judith. Est-ce que tout va bien pour vous deux ? Bonjour Émilie, ça va au top, merci. Bonjour Émilie, bonjour Judith. Ça va très très bien, merci. Alors on peut commencer avec toi Marie-Élodie justement. Dis-moi, qui es-tu et que fais-tu ? Alors donc moi c'est Marie-Élodie, assistante dentaire dans le Pas-de-Calais depuis 12 ans. Je suis maman célibataire avec 2 enfants en bas âge, donc vous pouvez comprendre que c'est un petit peu sportif en ce moment. J'ai travaillé dans un cabinet avec 2 praticiens et d'ailleurs malheureusement j'ai un de mes praticiens qui est décédé il y a 2 ans. À la suite de ça, en fait, je suis restée 1 an dans le cabinet pour rester avec le second et ne pas abandonner le cabinet. Et ça a vraiment été très très dur. Et par chance, je pratique de l'hypnose dentaire et médicale. Et je suis donc devenue formatrice aussi en hypnose médicale. En fait, j'ai un parcours qui est plutôt assez particulier car j'ai travaillé dans beaucoup de domaines en fait, comme l'immobilier, le notariat. J'ai été chef de rayon en passant aussi par la restauration. En fait, j'ai toujours su rebondir. Voilà. Oui, en effet, je vois que tu as fait beaucoup de choses. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu pourquoi tu es devenue assistante dentaire et puis surtout comment tu as découvert ce métier ? Alors justement, je suis devenue assistante dentaire parce que j'ai une de mes sœurs qui est assistante dentaire depuis de nombreuses années et qui me disait qu'elle s'éclatait vraiment dans son boulot. Alors du coup, à force de l'entendre, ça m'a donné envie aussi d'être assistante dentaire. Et tellement on avait cette envie, c'est plutôt drôle parce que ça a fini par donner envie à notre 3e sœur qui est devenue assistante dentaire aussi. Donc en fait, je cherchais du boulot et j'ai vu plein d'offres d'assistante dentaire et bingo, j'ai été prise de suite. Mais c'est vrai qu'en fait au début, je m'ennuyais un petit peu parce que dans ce cabinet, dans le premier cabinet dans lequel j'ai travaillé, je faisais vraiment beaucoup de secrétariat et moi je voulais vraiment faire plus de pratique. Alors par chance, derrière, j'ai retrouvé un autre cabinet en omnipratique, où là, je suis vraiment restée pendant 9 ans, en fait, pour 2 praticiens. Et même quand je suis arrivée dans ce cabinet, c'était vraiment marrant parce qu'il y avait un bins partout, un petit peu. Il y avait aussi, par exemple, l'imprimante qui a pris même feu le premier jour où je suis arrivée, ce qui m'avait mis plutôt la pression, j'avoue. Et donc j'ai commencé à travailler en fait toujours dans le speed, toujours overbooké. On n'avait pas vraiment d'organisation. Et donc j'ai eu la chance en fait de pouvoir créer tout ça. Et puis un jour, je me suis rendu compte que en travaillant comme ça du matin au soir, en ne m'arrêtant jamais, j'arrivais tous les jours à peu près vers 21h chez moi. J'étais vraiment épuisée. Donc c'était simple. Je me suis posé la question, c'est soit je quittais ce boulot, ou soit je trouvais une autre manière en fait de vivre mon métier. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé en fait à m'intéresser à l'hypnose médicale. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est pas une pratique courante. Comment tu t'es lancée dans cet univers du coup ? Alors donc en fait, comme j'ai toujours été aventurière, j'ai regardé ce qu'il existait en hypnose médicale en fait, en cabinet dentaire. Et du coup, j'avais trouvé à l'époque un institut qui formait des équipes dentaires et surtout qui incluait les assistants dentaires. Alors du coup, j'ai commencé à m'y intéresser et comme je n'avais jamais fait de formation auparavant, je connaissais pas trop. Du coup, j'en ai parlé à l'un de mes praticiens et il m'a dit chiche, allez, je viens me former avec vous. Et du coup, il est venu se former en même temps que moi. C'était une formation d'ailleurs qui était sur 12 jours, c'était 4
quatre fois 3 jours en fait. Il faut savoir qu'il y a à peu près 80% des personnes qui viennent se former à l'hypnose sont en général des personnes qui en fait ont besoin d'un nouveau souffle. C'est des personnes qui souffrent un peu dans leur cabinet, qui subissent un peu la pression, qui sont stressées. Et du coup, ces personnes-là subissent leur journée, elles ont besoin de trouver autre chose. Alors, l'hypnose médicale, justement, permet d'apprendre à se détacher. Alors, du coup, oui, on fait du soin, mais comment faire aussi pour que le stress du patient ne devienne pas, en fait, le stress du praticien? Comment fait-on pour qu'en fait, on ne prenne pas le sac à dos du patient, en fait? Et c'est grâce à ça, en fait, qu'on va pouvoir aussi donner les outils pour que les patients trouvent eux-mêmes des façons d'améliorer leurs conditions de soins. Parce que le but, c'est que le patient vraiment apprenne en fait à se gérer, à gérer son niveau de stress. Si je comprends bien, c'est l'hypnose qui t'a vraiment permis de trouver une autre manière de vivre ton métier. J'imagine que certains de nos auditeurs et auditrices se retrouvent dans ce que tu nous racontes là. Est-ce que tu peux détailler un petit peu et nous dire comment tu utilises l'hypnose au cabinet concrètement? Oui, alors en fait, on va utiliser l'hypnose déjà pendant les soins pour apprendre à gérer les patients, comme je vous disais tout à l'heure. Et grâce aux outils, on va changer en fait notre communication déjà à la base. On va pouvoir comprendre le pouvoir des mots et c'est comme en fait avoir un gros sac d'outils. C'est comme si c'était un gros sac d'outils dans lequel on va venir piocher, on va aller trouver un outil précis pour ce patient qui est super stressé. Par exemple, on ne va pas parler aussi de piqûre parce que la piqûre ça évoque la peur. On va utiliser d'autres termes, d'autres mots. Et d'ailleurs, si on réfléchit bien et si on regarde bien, en réalité, l'hypnose commence déjà dès que les patients sont au téléphone. Et grâce aux techniques justement de communication, et c'est pour ça que c'est vraiment très très important que toute l'équipe dentaire soit formée, on va pouvoir justement baisser déjà le niveau du stress du patient dès la communication téléphonique. D'accord. Et avec le praticien, comment ça se passe? Alors en fait, moi dans le cabinet, j'ai eu les 2 points de vue différents. Alors c'est-à-dire que j'ai eu d'un côté le praticien qui s'était formé avec moi, voilà, où c'était plutôt sympa, et de l'autre côté j'ai eu le praticien qui était très réfractaire et qui pensait qu'en fait ça ne servait strictement à rien. Alors finalement, alors ce praticien qui était réfractaire, il a vu que petit à petit en fait, des petites choses se produisaient dans l'autre cabinet. Et il s'est dit même que ça manquait certainement à sa pratique. Alors d'ailleurs, pour l'anecdote, la première expérience avec lui, en utilisant l'hypnose médicale, ça a été lors d'une pose d'implant. Et c'était 3 implants pour une patiente. Voilà. Et en fait, il a été d'une zénitude, mais alors incroyable, hein, chose que je n'avais jamais vue chez lui. C'était super beau. Enfin, franchement, je me souviens de cette expérience comme si c'était hier. C'était comme si on travaillait, même dans les films, c'était vraiment très 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 bien. La patiente était bien zen. Et d'ailleurs, par derrière, il a même réussi à me dire, on devrait faire ça tout le temps. Hein. Et aussi, il a réussi à intégrer par la suite, d'ailleurs, quelques-unes des techniques, hein, parce qu'à force, quand je passais à côté du cabinet, je l'entendais. Il a réussi à utiliser des techniques à force d'observation. Et je suis même très contente parce que j'ai même pu en fait transmettre quelque chose à un praticien. Alors franchement, j'en étais très très fière. Oui, il y a de quoi être fier, en effet. Très concrètement, quel est l'impact sur le patient? Qu'est-ce qu'il ressent? Alors en fait, déjà, la base de l'hypnose, il faut savoir qu'il y a 2 types d'hypnose. En fait, il y a l'hypnose qu'on dit conversationnelle, où l'on discute. Et moi, par exemple, je vais utiliser des termes qui vont permettre d'amoindrir le niveau de stress. Et puis après, il y a ce qu'on appelle l'hypnose formelle. Là, on va demander à la personne de plus travailler sur elle-même. En fait, on lui demande de fermer les yeux, de penser à d'autres choses, à des exemples. Et dans les 2 cas, en fait, le patient est totalement et toujours complètement conscient de ce qu'on est en train de faire. En fait, on lui demande de faire de l'hypervigilance de sa part. Donc, en fait, c'est un patient qui travaille. C'est un peu usant même. Hein. Le patient qui travaille en hypnose, il est vraiment fatigué. Hein. Et en tout cas, tout ce qu'on peut pratiquer, dès qu'on commence à faire de l'hypnose, on est toujours dans la bienveillance et avec l'accord du patient, surtout. Est-ce que tu aurais justement des anecdotes à nous raconter sur certains patients et la pratique de l'hypnose? Oui, en fait, c'est vrai que j'ai pas mal de petites anecdotes. Les plus belles anecdotes sont forcément les patients avec qui ça ne va pas au début et qui au final continuent à venir au cabinet parce qu'on a utilisé l'hypnose. Et ça, vraiment, des patients qui sont sortis du parcours de soins et qui reviennent, ça n'a pas de prix.
c'est sûr et certain. D'ailleurs, je pense à un exemple, c'est une patiente, une de nos patientes qui s'appelle Catherine et qui a été véritablement un tremplin pour moi. C'est une patiente en fait qui, quand elle venait au cabinet, elle se mettait à pleurer, elle pleurait de suite, hein, mais vraiment on voyait que elle était vraiment en détresse. Elle s'accrochait au fauteuil, elle souffrait, hein, c'était vraiment de la souffrance, c'était vraiment très physique d'être sur le fauteuil. Et puis il y a des moments, elle hurlait, elle se levait et elle partait en fait. Et c'était vraiment là, c'est vraiment des phobiques, ça, c'est vraiment une patiente très phobique. Alors un jour, on lui a proposé en fait de faire un peu d'hypnose. Et puis on en a discuté et progressivement en fait on a enlevé ces barrières, ces peurs. Et il est vrai que comme elle est quand même plutôt compliquée et qu'à cette époque-là j'avais pas énormément d'expérience, je l'ai revue 2 fois avant les soins. Ça s'était super bien passé. Et au final, je vais pas aller plus longuement dans tout ce qui s'est passé avec elle, mais un jour j'ai même réussi à la filmer, à lui faire un petit film où elle dort sur le fauteuil. Et à chaque fois, elle me regardait, elle me disait ah ouais quand même, ah oui c'est ça, ah oui ça marche bien. Et en fait, c'est une personne qui était carrément sortie du parcours de soins hein, et qui est donc revenue parce qu'elle a travaillé avec de l'hypnose. Donc ça fait vraiment plaisir. Et ensuite, il y a aussi un grand nombre d'enfants, par exemple, qui sont littéralement bannis des cabinets dentaires parce qu'ils sont parfois, il faut le dire, infects. Ils sont infects et les praticiens en ont marre et ils décident de ne plus soigner ces enfants-là. Alors que pour le premier rendez-vous, il y a juste des petites techniques que chacun pourrait avoir et des choses à éviter pour que simplement ça se passe bien et que les automatismes positifs, parce que c'est ça le but, c'est de mettre un automatisme positif pour que l'enfant soit dans le parcours de soins et que tout cela se mette en place. Est-ce que l'hypnose est ouverte à tout le monde ? Quel type de patient vous recevez en fait ? Et est-ce que vous appliquez un tarif spécifique ? Il faut savoir que l'hypnose, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Du moment où le patient veut faire quelque chose pour lui, c'est ouvert à tout le monde. Donc c'est naturel. Donc là-dessus, forcément, du coup, on peut aller voir tout le monde. Et cela fait ressortir aussi les ressources que chacun a en lui, en fait. On va rechercher les ressources. Donc l'hypnose part du principe de nos 5 sens. On aide en fait la personne qui est en face de nous à comprendre ces 5 sens et on les aide à surmonter certaines situations grâce à ces 5 sens. Donc quand on a commencé à faire de l'hypnose, on a reçu des patients qui venaient spécifiquement pour ça. Alors forcément, quand on commence à faire de l'hypnose, ça se sait et on commence à avoir des patients un peu plus difficiles. Et donc, par exemple, c'était souvent des enfants. Souvent, c'est des enfants ou des patients très très difficiles. Comme ça se sait, les praticiens aux alentours, forcément, redirigent ces patients vers notre cabinet. Et forcément que là, quand ils viennent pour de l'hypnose, il y a une tarification. On est obligé, effectivement, le cabinet doit tourner. Il faut que nous mettions une tarification. Et c'est bien sûr des honoraires qui sont libres, hein, d'accord ? Il y a aucune prise en charge au niveau de la sécurité sociale. Et il faut savoir que du moment aussi où on demande une tarification, ça permet aux patients de s'inclure encore plus dans l'effet de son hypnose. C'est-à-dire que du moment où il va payer quelque chose, il s'engage à travailler sur lui-même. Donc, effectivement, on utilise toujours une tarification. D'accord. Tu nous disais au début de cet épisode que désormais, tu es toi-même formatrice ? Ouais, j'adore être formatrice. Ouais. Moi, j'adore partager mes expériences sur l'hypnose médicale et permettre au cabinet, en fait, de développer leurs compétences, hein. Donc, je rencontre des stagiaires, je vais chercher les ressources que j'ai en face de moi. Voilà. Il faut savoir que les assistants dentaires sont vraiment des personnes qui subissent parfois leur métier. Alors pas que les assistants dentaires aussi, hein, mais les praticiens. Mais c'est vrai que là, quand on parle d'assistants dentaires, j'en profite là-dessus. Ce sont vraiment des personnes qui subissent parfois leur métier. Donc moi, mon rôle, c'est un travail de coach en fait. Hein. Et la chance que j'ai, c'est qu'avec mon expérience, je peux leur montrer que ce métier, il est beau, il est vraiment beau et qu'ils peuvent aller au-delà. C'est-à-dire, il faut aller chercher au-delà de la base du métier d'assistant dentaire pour devenir ce que j'appelle un assistant dentaire extraordinaire. C'est-à-dire non ordinaire, qui n'a pas que sa base de métier, d'aller chercher au-delà. Si on regarde au-delà, justement, comment est-ce que tu vois évoluer les cabinets dentaires ou le rôle de l'assistante dentaire dans le futur ? Moi j'ai un rêve. Alors j'ai vraiment le rêve d'avoir cet assistant dentaire de niveau 2 en fait, ou plutôt même hygiéniste, hein, si on avait la chance vraiment d'aller plus loin, ça serait d'avoir des hygiénistes.
parce que j'aimerais vraiment que ces hygiénistes arrivent en France. Et aussi, j'aimerais vraiment qu'il y ait un conseil de l'ordre qui soit créé pour les assistants dentaires. Parce qu'en fait, le problème de notre métier, c'est qu'on n'a pas vraiment besoin de diplôme. Alors on a à la base, avant de se former en école d'assistant dentaire, mais on n'a pas vraiment besoin de diplôme. On doit faire cette formation qui est privée. Et on a donc besoin de rien avant. On a des assistants dentaires en fait qui malheureusement maintenant ne connaissent absolument pas le métier. Donc en fait, ils vont dans ce métier mais sans le connaître. Alors que c'est un métier qui est vraiment très très dur. Et que si on n'a pas des bases au départ, si on ne sait pas ce qu'est ce métier au départ, forcément, on aura des assistants dentaires qui se sont trompés de carrière, en fait. Et on aura vraiment des échecs au niveau des candidatures, au niveau des recrutements. Et là, il faut vraiment qu'il y ait des assistants dentaires, en fait, qui soient mieux formés et mieux protégés dès le départ. Je pense que le Conseil de l'ordre, justement, pourrait améliorer les conditions des assistants dentaires en leur apportant, justement, de la protection, de la sécurité et de la réglementation encore plus. Le message est passé. Alors maintenant, notre petite question rituelle. Imagine que tu es toi, Marie-Élodie, la directrice générale de Doctolib. Qu'est-ce que tu ferais évoluer dans le logiciel pour mieux aider les assistantes dentaires au quotidien ? Alors, j'avoue que dans le cabinet, en fait, il n'y a malheureusement pas Doctolib. Par contre, j'ai ma sœur qui l'a au cabinet, qui me dit c'est vraiment génial. Donc, j'avoue que j'en suis un petit peu jalouse. Alors moi, personnellement, dans un cabinet, il me faut un agenda qui soit très clair, avec des couleurs qui soient vraiment attitrées par praticien, parce que en fait, il faut que je puisse voir tous les agendas en un seul coup d'œil. Un rendez-vous, je dois pouvoir le donner en une moyenne de 40 secondes, et j'ai vraiment besoin d'avoir des espaces gros et que je puisse les lire de loin. Parce que nous, en étant assistant dentaire, on a le téléphone et on ne fait que bouger en fait, sans arrêt. Et effectivement, si on peut le lire de loin, ça nous arrange, ça nous améliore vraiment. C'est plus confortable pour nous. Et voilà, et on aurait des couleurs qui ressortiraient de suite, ça serait vraiment très confortable. En tout cas, quand je vois le nombre de cabinets qui ont amélioré leur confort justement d'exercice, j'avoue que vraiment j'aimerais bien avoir Doctolib. Une dernière petite question pour toi. Si tu pouvais donner un conseil aux assistantes qui nous écoutent, qu'est-ce que tu aimerais leur dire ? Écoutez, j'ai envie de leur dire que c'est un très beau métier. C'est un métier, il faut y croire. Il faut fédérer, il faut se fédérer entre nous pour que ça soit encore plus beau. Si on se fédère, on va améliorer nos conditions, on va améliorer ce métier. Ça va être surtout en plus avec le contexte actuel où on voit qu'on a besoin encore d'améliorer. Quand on montrera que nous aussi nous sommes des soignants, là ça sera vraiment un grand pas parce que pour l'instant effectivement on est un petit peu les laissés pour compte. Et si on ne montre pas en fait que nous sommes capables de ça, que nous sommes capables de nous fédérer, que nous sommes capables d'avoir une voix, que nous sommes capables de donner, que nous sommes capables aussi de soigner, on nous donnera jamais la capacité de le faire. Donc allons-y, fédérons-nous de suite. Maintenant, il est temps, c'est urgent. Bien, merci beaucoup Marie-Élodie d'avoir partagé ta voix avec nous et puis merci aussi pour tes précieux conseils. Merci. Je me tourne maintenant vers Judith de Doctolib qui est là aujourd'hui pour répondre aux questions que nous avons reçues depuis les épisodes avec Marilyn et Lindsay. Judith, la première question vient de Marie-Reine. Pourquoi Doctolib a-t-il créé ce podcast ? Bonjour Marie-Reine. Historiquement, les cabinets dentaires sont très importants pour Doctolib. Nous avons construit le produit avec eux. Ce sont les praticiens qui s'abonnent à Doctolib, mais en fait, ce sont les assistantes dentaires qui l'utilisent le plus au quotidien. Du coup, on veut mieux vous connaître, mais surtout montrer la diversité et la richesse de votre métier en partageant des parcours qui nous ont inspirés. Moi, je travaille chez Doctolib depuis 2 ans déjà, et je reconnais que c'est un des projets sur lesquels je prends le plus de plaisir à travailler. Les assistantes dentaires avec qui j'échange sont passionnées, c'est vraiment beau à entendre. On a aussi une question de Christine qui nous dit « J'ai une organisation très spécifique dans mon cabinet, 2 praticiens avec des horaires différents et une gestion du temps particulière. Est-ce que Doctolib peut s'adapter à tout type d'organisation ?» Bonjour Christine. On nous pose effectivement souvent cette question. On est tout à fait conscient que chaque cabinet et même chaque praticien a sa propre organisation. C'est pour ça que l'outil Doctolib est super flexible pour pouvoir faire du sur-mesure comme on dit. On peut tout paramétrer. La durée de chaque motif de consultation, les plages qu'on veut y consacrer, les motifs de consultation disponibles pour la prise de rendez-vous en ligne ou pas, vraiment tout ce que vous voulez. Et une dernière petite question de Marie concernant le podcast. Elle demande tout simplement « Comment avez-vous choisi les thèmes des épisodes pour ce podcast ?» Bonjour Marie, on connaissait déjà quelques noms qu'on voulait avoir dans le podcast. Et on a été conseillé par Marilyn de l'UFSBD et Dominique Munoz de l'UFAD aussi.
D'ailleurs, merci à elles pour leur aide. On avait fait une liste de thèmes qu'on voulait aborder pendant le podcast et on a essayé de trouver des super représentantes pour chacun de ces thèmes. J'espère que vous les apprécierez autant que nous. Merci beaucoup Judith pour tous ces éclaircissements. Merci. Nous espérons que cet épisode vous a plu et inspiré. Pour vous abonner à ce podcast, recevoir en exclusivité les épisodes et découvrir les contenus dédiés aux assistantes dentaires, inscrivez-vous sur le lien en description de l'épisode. Vous pouvez également, grâce à ce lien, nous poser vos questions sur la manière dont Doctolib accompagne les assistantes dentaires au quotidien et sur les produits et services que nous proposons. Alors partagez-nous vos idées et vos questions, nous essayerons d'y répondre dans notre prochain épisode. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine pour découvrir une nouvelle voix des assistantes dentaires.